je vais vous parler d'API. C'est pas forcément aussi sexy que Redux, Android et Elixir, mais c'est quand même un truc incontournable aujourd'hui. Alors on va pas parler d'API de base, on va parler de JSON API. Est-ce que quelqu'un connaît JSON API ici? Non. Alors, c'est normal, c'est normal. C'est un standard assez peu connu, mais on va voir qu'il est assez pratique quand vous faites des API REST. Alors, déjà, petite, juste... alors, ça marche pas, voilà, tout va bien. Voilà. Voilà. Donc, juste, moi, je suis Nicolas, je suis développeur chez Bruno. Bruno, c'est une application, enfin, c'est un compte bancaire rémunéré qui met de l'argent automatiquement de côté pour vous. C'est gratuit et allez l'essayer, c'est top. Petit message subliminal, on recrute, on a plein de bons, enfin on a une stack sympa, on a des devs cool, on a même des filles. Donc je connais le pourcentage de filles chez Epitech, je ne dirais pas qui me l'a dit, mais donc du coup, on est au-dessus de ça. C'est pas très difficile non plus. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Alors, tout ce que... ça, j'en parlerai après. Alors, les API. Donc, je pose des questions, mais je répéterai les réponses. Qui a ici, aujourd'hui, designé une API pour avoir une petite idée? Donc, une bonne grosse moitié. Et qui a utilisé une norme, quelle qu'elle soit? D'accord. Pas mal. Enfin, REST n'est pas une norme, hein. REST c'est un suite, c'est des best practices qu'on peut respecter, c'est un concept, mais c'est pas une norme au sens il faut faire ci, il faut faire ça. Donc REST c'est cool. Aujourd'hui, si vous faites pas du REST, à mon avis, vous faites pas vraiment une API. REST c'est enfin pour rappeler, pour recadrer, REST c'est un acronyme qui veut dire Representational State Transfer. C'est pas très intéressant. Ce que veut dire, ce que ça permet surtout, c'est ça définit qu'une API doit être stateless, qu'elle doit se baser autour de ressources. Et qu'elle utilise, pour faire ça, on utilise des verbes HTTP autour du CRUD, donc get, post, patch, delete, put, etc. C'est très sympa, mais ça définit pas tout. Typiquement, il y a plein de choses que ça définit pas. Ça définit pas la pagination, ça définit pas les opérations un peu précises que vous pouvez faire sur une API, bon, qui peuvent être spécifiques à votre métier, mais qu'on retrouve souvent, des filtres, des recherches. Ça définit pas comment vous découvrez les routes, ça définit pas... Enfin, ça donne pas de cadre au-delà de ça, quoi. Ça dit juste, vous faites des ressources, vous donnez une accessibilité à vos ressources de telle manière, faut pas utiliser d'actions, etc. Mais ça définit rien d'autre. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer de, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de construire ça ensemble, une API qui parle d'un sujet d'actualité, parce que c'est plus sympa. Qui connaît pas ça? Non, bon voilà, c'était pour vous parler d'autres choses d'Apple et de... Il n'y aura pas de spoil, c'est garanti sans spoil parce que j'étais très longtemps en retard, donc il n'y aura pas de spoil ce soir. Si aujourd'hui vous voulez construire une API qui vous permet d'avoir les maisons de Game of Thrones et les différents lords et caractères, comment vous faites? Vous avez, on va partir d'un data model hyper simple, hein, on est là pour faire dans le simple, là, pour rappeler les bases. C'est peut-être pas assez simple pour certains. Voilà, ça c'est le data model. On passe. Comment vous faites pour représenter une API comme ça? Donc l'idée c'est d'avoir son nom, savoir s'il est mort ou pas. Il n'est pas mort. Je n'utilise pas de personnage mort, donc tous ceux voilà. Et de savoir quelle est sa maison et son slogan, par exemple. Vous avez une implémentation, vous pouvez faire ce type d'implémentation où vous avez, je sais pas moi, un type, un nom, vous avez la relation nestée dedans qui vous donne les infos sur sa maison. Vous pouvez avoir des modèles un peu différents. Finalement, vous nestez ça dans un objet caractère, vous mettez juste l'ID de la relation et vous avez une deuxième query à faire pour avoir des informations sur sa maison. Alors, est-ce qu'il y a une approche qui est préférable l'une à l'autre, par exemple? Est-ce que quelque chose vous semble... Qui vote pour l'approche 1? 2 personnes? 3 personnes? Qui vote pour l'approche 2? Ok. Alors, pourquoi ce serait meilleur? Celle-là parce qu'elle permet de faire moins requêtes, celle-là parce qu'il y a moins de payload par requête, mais si je veux avoir les deux infos, je suis obligé d'en faire 2. Finalement, est-ce que
toutes ces discussions-là, elles sont très intéressantes, mais en fait, nous, développeurs, des fois, on a envie de passer du temps à faire des choses un peu plus intéressantes. Ça s'appelle du bike shading. Le bike shading, c'est quoi? C'est un mot-clé qui veut dire un truc très simple. Ça veut dire qu'on passe 2, 3, 10 fois plus de temps à discuter de concepts pas très utiles et pas très compliqués. Par exemple, construire un abri à vélo, contre construire la centrale nucléaire qui est à côté de cet abri à vélo. C'est un mec qui s'appelait Parkinson, un peu comme Murphy, mais Parkinson, qui a créé la loi de Parkinson et qui dit que la complexité d'un sujet est inversement proportionnelle au temps qui lui est consacré, quoi. Donc en fait, dans un comité de direction, vous allez parler de 3/4 d'heure sur la taille du produit de l'abri à vélo et 10 minutes sur le budget de la centrale nucléaire. Et ben c'est ce qu'on fait là en disant mon API, est-ce que je mets l'ID, est-ce que ma clé s'appelle ça, etc. Si ça parle peut-être à quelqu'un, mais c'est un peu le même concept que le code formatting. Est-ce que je mets ma virgule, est-ce que je mets des parenthèses, est-ce que je mets des double quotes, des simple quotes? JSON API, c'est un concept, une norme qui essaye d'éviter ce qui s'appelle le bike shading. Donc c'est pas mieux ou moins bien, c'est pas l'approche 1 ou l'approche 2, c'est une approche qui vous permet d'éviter d'avoir ce genre de discussion. Vous ne demandez pas dans quelle route je mets nest, est-ce que je neste mes objets, est-ce que je les affiche, etc. Et on va voir que c'est quand même assez puissant parce que ça donne ça donne de la puissance à l'utilisateur de notre API, le développeur et le client, pour faire les requêtes qu'il veut. Alors, on va voir à quoi ça ressemble dans notre exemple. Donc, ça, c'est l'équivalent des 2 exemples que j'ai donnés avant. C'est génial, c'est hyper verbeux. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir dans une API, mais on va étudier et petit à petit les différents champs et à quoi ça sert. L'idée, c'est que moi, au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est horrible ce standard. Je vais faire un truc beaucoup plus simple et ça va être beaucoup mieux. Mais en vrai, une API, c'est pas forcément, c'est même pas du tout fait pour les humains, quoi. C'est fait pour des ordinateurs qui doivent communiquer ensemble, si je schématise. Et les ordinateurs, ils ont juste besoin d'avoir une norme et de s'y conformer. Et on va voir qu'il y a beaucoup de librairies qui permettent d'utiliser JSON API et qui font qu'on n'a même pas besoin de savoir comment est fait le schéma. Une fois qu'on a défini nos ressources, on consomme ces ressources et ces serializers ou deserializers permettent de les utiliser pour nous. Alors, l'idée, c'est qu'on va voir les règles principales de l'API avant de voir un peu comment elle se construit. Déjà, cette API, cette norme indique qu'il y a 3 types de données que vous pouvez renvoyer, une data, une erreur ou méta. Méta, c'est genre, vous voulez avoir la licence ou des choses, je ne sais pas moi, le nombre de pages d'un document, etc. C'est un objet libre. Data, c'est quand vous avez une réponse qui va bien. Erreur, c'est quand vous avez un problème. Et donc ça, c'est le top level object. Cet objet, on va se concentrer sur les data parce que c'est plus intéressant. Il va avoir des attributs. Ces attributs, concrètement, dans un paradigme MVC, on a vu ça tout à l'heure, ça va être ces clés, ces clés de votre table, les colonnes de votre table, etc. Les relationships, si on reste dans un modèle un peu structuré, ça va être tous les objets avec lesquels il a des relations. Donc has many, belongs to, je prends des exemples un peu du Ruby parce qu'on va prendre un exemple en Rails. Une fois que vous avez compris ça, vous voyez que notre objet, si on oublie la vision un peu complète qu'on avait au début, il est comme ça. Jon Snow, il est toujours pas mort, et il appartient à une maison. Alors, j'ai pris des exemples où les gens appartiennent à une maison, ils ne sont pas mariés avec leur sœur, tout ça. Voilà, c'est simple. Alors, je vais vous montrer comment ça se fait sur un projet. Alors, je l'ai mis sur GitHub si ça vous intéresse. C'est un projet hyper simple en Rails, où je vais essayer de vous montrer comment on peut utiliser et construire un projet. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Rails, mais il n'y a pas forcément besoin de connaître Rails. Ruby, c'est assez simple aussi. J'ai créé mes 2 modèles. Donc, mon personnage, il appartient à la maison. Ma maison, elle a plusieurs personnages. Voilà. Si je regarde le schéma, tac, mon personnage, il a un nom, il est mort ou il n'est pas mort, c'est un booléen, il appartient à la maison, et la maison, elle a un nom, une région, une devise, etc. Voilà. J'ai créé mon API elle renvoie une liste de caractères, le personnage c'est caractères, et elle permet de montrer un caractère. Pareil pour les maisons, je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, je démarre le serveur peut-être. Alors, on va voir que j'ai des... Ah, super, c'est déjà démarré, magnifique.
c'était prévu. Je ne sais pas si vous connaissez Postman. Bon, ok. Quoi? Ok, bon, c'est bon. Donc là, j'ai créé mon API avec un truc assez simple. Vous avez vu, mon data model, il est hyper simple. Alors, comment est-ce qu'il est généré, ce JSON? C'est pas Rails, c'est pas de la magie. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a des gemmes et enfin là, c'est dans Ruby, mais on a plein de librairies dans tous les langages que ce soit. Côté serveur, côté client, vous avez du Node, vous avez du Ruby, vous avez du Python, vous avez du Go, vous avez et côté client, vous avez tout. Enfin, on va pas lister tous les langages, mais vous avez vraiment tous les langages qui vous permettent D'ailleurs, j'utilise un truc de Redux aussi pour faire le front. Et ça, c'est une librairie qui est faite par Netflix, qui s'appelle FastJSON Serializer, FastJSON API, quoi, et qui vous construit à partir de vos couches de modèles. En fait, vous avez juste à lui dire quels sont les attributs et ses relations, et c'est lui qui vous fait votre payload, quoi. Je ne vous dis pas d'utiliser cette API ou d'utiliser Rails, etc., mais le concept, c'est ça. C'est que vous êtes autour d'une norme, vous avez tout l'outillage qui sert, et aujourd'hui, faire une API REST, c'est un peu incontournable quand on fait un back-end, et vous pouvez utiliser toute la puissance de JSON API. Alors, OK pour la partie... on a vu la partie ressources. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je veux avoir un peu plus que ça? Parce que là, on a Jon Snow, mais on n'a pas ses maisons, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu, on a les maisons, pardon, mais on n'a pas les caractères, quoi. L'idée, c'est que même si ces routes, elles donnent des informations très, très embryonnaires, c'est-à-dire un seul modèle, par rapport à mon exemple de tout à l'heure, je peux en fait passer des paramètres, donc ça s'appelle c'est un peu un nom barbare, mais ça s'appelle les compound documents ou included, c'est un peu plus facile à comprendre. Je vais lui dire quels paramètres, quelles ressources liées je veux inclure dedans, et du coup, je vais pouvoir avoir... Ça ne marche pas. Eh ouais, mais c'est fait exprès, ça. C'est parce qu'en fait, c'est sur une autre branche. Voilà. OK. Et donc, merci. Et donc là, j'arrive à avoir mon caractère et ces documents. Donc pareil, c'est très verbeux, mais ça permet d'avoir finalement une espèce de norme qui nous permet de faire un appel là au lieu de deux et de ne pas avoir un peu le meilleur des deux mondes. Alors, comme le temps passe beaucoup trop vite, je vais vous montrer un autre truc assez cool. C'est ce qui s'appelle les sparse field sets. L'idée là, c'est que j'ai une réponse qui est très longue, et on imagine que si j'ai une collection et que j'ai, je sais pas, 25 éléments et qu'ils ont tous 15 000 champs, 15 000 associations, ça peut être encore plus long, c'est très verbeux. Il y a un truc qui s'appelle sparse field set qui vous permet de dire quel champ vous voulez dans votre réponse. Donc typiquement, si vous voulez que le slogan, enfin non, le nom de la maison, tout va bien, c'est parce que je ne suis pas sur la bonne branche. En fait, c'est petit aparté, sur le repo, j'ai fait les branches un peu en mode sur chaque feature de l'API. C'est pour ça que quand j'essaie de prendre quelque chose qui n'est pas prévu. Donc là, vous avez le nom de la maison et son slogan. Si vous voulez, vous pouvez aussi combiner ça avec les inclusions qu'on a vues tout à l'heure et donc avoir finalement choisir exactement les champs que vous voulez dans chacun des modèles et inclure les nested documents. Donc là, c'est ma requête spéciale non spoil, c'est-à-dire que j'ai tous les caractères de la maison Stark, je connais leur nom, mais je ne sais juste pas s'ils sont morts. Voilà. Donc ça vous permet vraiment de jouer avec votre API. D'un point de vue client, ça donne c'est à la fois hyper facile de savoir parce que toutes ces choses-là, elles sont normées, c'est-à-dire les query params, ils sont normés, la façon dont va être structurer votre réponse, ça va être normé. La façon, je suis passé assez vite, mais la façon dont vous gérez la pagination et du coup l'auto-discoverabilité de votre API, ça c'est défini. Vous avez des endroits où vous pouvez rajouter un peu ce que vous voulez. Moi j'ai mis des choses sur le nombre de pages dans les méta. Il y a toute cette structure qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà pour le live code. Alors je vais passer directement. Donc ça on a vu. J'étais un peu trop ambitieux. Et Rémi m'a rappelé à l'ordre. Donc, voilà pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions ?